Je m'appelle Mathieu et après 2 ans en prépa EC à Ginette, j'ai intégré HEC, j'ai fini 7e aux écrits et 2e après les oraux et j'ai lancé mon calleur pour aider tous les étudiants de France, peu importe leur prépa d'origine, à préparer les concours écrits et oraux d'HEC. Et comme les concours écrits approchent à grands pas, ce que je vous propose aujourd'hui pour vous aider dans vos révisions, c'est de vous replonger dans ce que j'ai fait au moment de mes révisions, les 2 dernières semaines avant Écricom et la période entre Écricom et la BCE, pour vous partager plein de conseils. Avant de rentrer dans les détails de l'organisation de chaque jour de révision, on peut d'abord parler un petit peu de l'organisation générale. On est parti pendant 2 semaines en groupe de révision pour travailler de manière assez intense toutes les matières. Le fait d'être en groupe, si vous pouvez, c'est vraiment super important parce que ça vous permet en travaillant ensemble, d'être plus motivé, de vous discipliner sur tous les jours où vous n'avez pas envie de vous lever, pas envie de faire le sujet de maths, ou que vous n'êtes tout simplement pas motivé à affronter la journée. Le fait d'être en groupe, ça va vraiment vous aider à traverser cette période. C'est beaucoup plus difficile, je pense, quand on est seul. Et en plus, ça va vous permettre de vous aider dans certaines matières en fonction de vos forces et vos faiblesses. Donc si vous avez l'opportunité de partir en groupe, il ne faut surtout pas vous en priver parce que ça peut être une super chance. Je sais que parfois, certains peuvent avoir peur de se dire est-ce qu'on va réussir à travailler ensemble? Est-ce que ça ne va pas être des distractions? Je pense que le fait de partir en groupe, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients potentiels. Donc on était en petit groupe pendant 2 semaines dans une maison et l'objectif c'était de travailler à fond avec le moins de distractions possible. Et nous, on a eu une chance énorme en allant chez les parents de Joséphine, c'est qu'ils nous faisaient à manger tous les jours et donc la pause pouvait durer qu'1 heure avec des super repas. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais si vous avez la chance de partir chez vos grands-parents par exemple en groupe, ça peut être une super chance pour perdre le moins de temps possible et pouvoir vous consacrer au maximum à vos révisions. Donc avant de vous présenter le planning en détail, je vais vous donner l'esprit général. C'est pas forcément un planning qu'il faut absolument suivre à la lettre. Il y a une certaine marge de manœuvre, on en reparlera juste après. Mais l'idée de faire un planning très précis, c'est de ne pas perdre du temps sur le moment à vous demander ce que vous faites, à quel moment et au bout potentiellement des 2 semaines de vous dire « tiens, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas eu le temps de faire ça ». Vous faites un planning qui sera forcément potentiellement plus ambitieux que ce que vous pouvez faire, mais ça c'est le jeu. L'idée c'est de tirer le maximum de ces 2 semaines en laissant le moins de temps mort possible et en perdant le moins de temps possible. Donc le planning il n'est pas absolu, l'idée c'est de vous décharger d'une certaine charge mentale justement, de vous dire ce que je fais à quel moment, mais il ne faut pas trop se mettre la pression pour le respecter à la minute près. C'est un planning plutôt indicatif. Et le deuxième principe de ces révisions, c'est de ne pas chercher à apprendre de nouvelles choses, à découvrir de nouvelles choses, à faire des recherches. C'est plutôt de bien consolider les connaissances que vous avez déjà et de les mettre en pratique. Pas besoin de créer de nouvelles fiches ou de faire de nouvelles recherches. Je vais maintenant vous présenter mon planning de manière plus détaillée. Donc vous voyez, c'est 14 jours de révision avec 2 journées qui sont marquées par des pauses. La première pause, c'est au bout du 5e jour, une demi-journée de repos, donc à 13 h après avoir fini la reprise du DS de maths. C'est une après-midi complètement libre. Il faut la respecter pour vraiment se reposer, se ressourcer, pouvoir pleinement repartir pour les révisions suivantes. C'est important de vraiment autant respecter vos temps qui sont dédiés au travail et vos temps qui sont dédiés au moment de pause. Donc, premier jour de pause, demi-journée de repos au bout du 5e jour et au bout du 10e jour, vous voyez ici, le lundi 7 avril, une journée de repos complète pour se ressourcer, pour profiter. Nous, on a vraiment eu beaucoup de chance parce qu'on était à l'Île-Dieu, donc c'était la première fois que j'allais et pendant toute la journée, j'ai pu visiter l'île, ses plages et faire une randonnée à vélo et c'était vraiment un moment génial où on oublie un peu la prépa pendant une journée. Donc vraiment, vous vous ferez beaucoup de bien en respectant ces jours de pause et en vous disant pas bah, c'est un jour de pause, je vais quand même travailler un petit peu. Non, profitez à 100% de vos jours de travail et à 100% de vos moments de pause. C'est le meilleur moyen de se préparer sereinement pour les écrits. Comment est-ce que c'est organisé chacune des journées? On peut commencer par la première, vous voyez ici sur le planning le samedi. Réveil et petit déjeuner entre 6h30 et 7h15 en fonction du temps qu'il vous faut pour vous préparer. Moi, je sais que je me levais plutôt vers 6h50 pour prendre mon petit déjeuner avant d'attaquer en étant plutôt éveillé le DS de maths à 7h15. Et vous voyez, de 7h15 à 11h15, 4 heures de maths. L'idée, c'est de faire un sujet de maths par jour. Ça peut paraître effrayant, surtout les premiers jours, ça va peut-être être un peu difficile, mais c'est vraiment très important et c'est ce qui, moi, personnellement, m'a permis de vraiment progresser en maths. Parce que je pense qu'il y a 2 manières de performer en maths au concours. Bon, d'une part, être bon en maths, ça aide, connaître son cours, savoir faire des exercices, mais il y a vraiment un deuxième levier sur lequel vous pouvez jouer, c'est l'exercice en lui-même, parce qu'on ne vous demande pas de faire des maths de manière générale, de manière théorique, on vous demande
de maîtriser l'épreuve, qui est une épreuve de 4 heures avec des questions détaillées, une gestion du temps, aller suffisamment vite pour aller le plus loin possible dans le sujet et sans trop perdre de points en rédigeant parfaitement. Donc c'est vraiment un exercice qui est très particulier, le DS de maths en prépa EC. Donc il faut s'entraîner et vous voyez qu'avec un DS par jour comme ça, donc pendant 14 jours, ça vous permet vraiment de vous entraîner et à l'exercice et aux maths en elles-mêmes. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet de progresser. Je vous ai mis à titre indicatif les sujets que vous pouvez traiter pendant ces révisions. Évidemment, moi, quand je les ai passés, j'avais pas les maths 1 à partir de les épreuves de maths d'HEC à partir de 2023. Mais je pense que ça vaut le coup. Si vous ne les avez pas déjà faites pendant l'année, évidemment, il ne faut pas refaire des DS que vous avez déjà fait, plutôt essayer d'en faire des nouveaux. Vous pouvez les changer. Et d'ailleurs, si vous voulez utiliser ce programme, le modifier et l'adapter pour votre semaine de révision, on vous met le lien dans la description, vous pouvez le télécharger et le modifier. Donc vous remarquez que j'ai essentiellement mis des sujets de parisienne dedans. Évidemment, vous pouvez adapter en fonction de votre niveau, surtout si au départ vous pensez être un peu fragile et que vous voulez monter en puissance au fur et à mesure des 2 semaines. Ça peut être une très bonne stratégie aussi. Commencer plus doucement et ensuite mettre des parisiennes. Mais je pense que si vous visez une parisienne, c'est très important de vous confronter aux épreuves de maths des parisiennes assez vite, d'en faire au moins, je pense, 7 sur les 14 jours, parce que ce sont des épreuves très difficiles et très particulières et il faut s'entraîner, il faut se préparer et ça passe pendant les révisions par le fait d'en faire le plus possible. Et donc vous voyez, on arrive au bout des 4 heures de maths, à 11h15, on a déjà d'une certaine manière l'impression d'avoir réussi sa journée parce qu'on a fait un DS de maths. On prend un petit temps de pause de 15 minutes pour s'aérer, pour se changer les idées parce qu'évidemment après 4 heures de maths, on a le cerveau un peu en ébullition et on n'a plus les idées claires. C'est pas facile de réfléchir et ce serait de toute façon contre-productif d'enchaîner directement avec la suite de votre journée. Et après cette petite pause, nous ce qu'on faisait, c'est qu'on allait jouer au spike ball dans le jardin pendant 15 minutes, ça nous défoulait, c'était vraiment un super moment. Et ensuite ce qu'on fait, c'est que pendant 1h30, on reprend le DS de maths qu'on vient de faire. Le reprendre, ça ne veut pas dire lire le corrigé en entier et voir toutes les questions qu'on n'a pas traitées. C'est d'abord reprendre les questions qu'on a faites pour vérifier qu'on a bien appliqué toutes les hypothèses des théorèmes, qu'on n'aurait pas perdu de points dans la rédaction de la réponse. On peut aussi aller regarder les questions sur lesquelles on n'a pas abouti pour voir ce qui nous manquait et puis noter. Moi, ce que je faisais, c'est que j'annotais le petit formulaire rouge, là, le rondi, avec toutes les formules de cours. Et par exemple, je me rendais compte que souvent je bloquais sur certaines questions parce que je ne pensais pas utiliser le théorème de transfert. Donc j'ai pris mon petit formulaire rouge, j'ai surligné, je me suis indiqué, et comme ça me permettait de le revoir et de progresser sur ces questions. Et ce que je faisais, c'est que je mettais quelques questions, pas plus de 2 ou 3 dans Anki, celles qui me paraissaient revenir assez souvent, qui paraissaient avoir des méthodes utiles et que j'essayais de retenir et de revoir les prochains jours. Mais il ne faut surtout pas se dire que ce travail de reprise, qui est assez court, hein, 1h30, doit être exhaustif. Vous faites ce que vous avez le temps de faire, d'abord en priorité, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas réussi à faire, et seulement dans un dernier temps, vous pouvez parcourir très rapidement les questions que vous n'avez même pas eu le temps de regarder pour voir s'il y avait des choses intéressantes. Mais vous n'aurez pas le temps en 1h30 de finir tout ce que vous n'avez pas fait. L'idée, c'est de tirer un maximum de ces 4 heures de DS pour progresser en maths. Donc après cette reprise de DS, il est 13 h et c'était l'heure pour nous d'aller manger. Pendant 1 heure, une petite pause. Ce qu'on essayait de faire parfois quand on avait le temps, c'était de manger assez rapidement et faire une petite sieste, même 10-15 minutes parce qu'on était fatigué par la matinée. Alors c'est pas forcément facile, d'ailleurs parfois, même souvent on s'endort pas, mais juste on se pose 10-15 minutes pour se préparer pour l'après-midi. On attaque l'après-midi avec la géopo pour ma part, ce serait le SH pour ceux qui font ESH. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait divisé le programme en 14 jours environ, avec à chaque fois, pour chaque jour, des thèmes précis à réviser. Révision historique, ordre mondial, Asie, pays émergents, Amérique latine, etc., etc. On avait divisé le programme et on savait ce qu'on allait réviser tel ou tel jour. C'est important, je pense, de bien planifier précisément ce que vous allez réviser et sur quel support vous allez réviser. Il ne faut pas se dire aujourd'hui je révise la France, je vais ouvrir un journal et je vais lire des choses au hasard sur la France ou relire quelques fiches sur la France. Il faut que vous ayez vos ressources prêtes, ce sur quoi vous voulez réviser. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser les fiches et les ressources que vous connaissez déjà, que vous vous êtes appropriées au fur et à mesure de l'année et de ne pas découvrir de nouvelles ressources, ça ne va pas vraiment être efficace. À ce moment-là, j'utilisais un petit peu Anki en relisant mes fiches et les ressources que j'avais préparées. Ce que j'essayais de
de mettre sur Anki, c'était les éléments qui me paraissaient vraiment très importants et que j'avais oubliés. Mais il faut au maximum se limiter parce qu'en 3 heures, c'est très facile de créer 100, 150 cartes Anki, ce qui sera complètement contre-productif parce que vous ne pourrez jamais les réviser après. Donc ce que j'essayais de faire, c'était de me limiter à environ 10 ou 20 cartes Anki très très courtes pour pouvoir retenir au fur et à mesure ce que j'avais vu la veille en révisant dans mon Anki, parce que ça va être assez frustrant et assez angoissant, mais c'est normal. Quand vous allez réviser la géopo, vous allez à chaque fois avoir l'impression de ne rien retenir. Quand on était arrivé au jour voilà, sur l'Asie, j'avais l'impression d'avoir aucun souvenir sur ce que j'avais fait sur la France ou la mondialisation à peine quelques jours plus tôt. Et c'est assez trompeur, en réalité votre cerveau retient les informations, il ne faut pas trop se mettre la pression là-dessus. Et le fait d'avoir ce Anki qui, du coup, quelques jours après, vous refait passer des cartes que vous avez vues un peu avant, ça peut vous aider à moins stresser sur ce point-là, à vous rappeler que vous connaissez quand même vraiment beaucoup de choses, même si vous avez l'impression de les oublier aussi vite que vous les apprenez. C'est pas le cas. Donc en AGG, j'avais pas vraiment le temps de préparer des sujets, de m'entraîner vraiment à l'épreuve écrite. Ce que je faisais, c'était vraiment essentiellement reprendre le cours, relire le cours et les fiches. Et d'ailleurs, si j'avais eu mon colleur lorsque j'étais en prépa, j'en aurais profité pour aller dans la base de données qui compile plein de cols déjà corrigés pour regarder. Parce que souvent, il y a des sujets qui nous terrifient un petit peu. Je pense au sujet le lait en Inde dont on avait très peur quand j'étais en prépa. Et ça permet, voilà, dès que vous avez un petit sujet sur lequel vous dites « Ah tiens, là, j'ai pas trop d'éléments sur ce sujet-là, j'ai envie d'en savoir plus », juste pour se rassurer, même psychologiquement, parcourir un sujet. Vous pouvez générer un plan détaillé ou parcourir tous les sujets qui ont déjà été corrigés sur mon colleur. Et ça peut vraiment vous aider à vous sentir plus confiant pendant vos révisions et vous permettre d'apprendre quelques notions en plus, mais il ne faut pas que ce soit le cœur de votre travail. Comme je vous ai dit, apprendre de nouveaux éléments, ce n'est pas l'objectif, c'est avant tout des révisions. Avec cette idée de vous rendre le plus serein, le plus confiant possible, parce que c'est aussi ça les concours, une épreuve de confiance. Il faut se dire qu'on est suffisamment prêt et pour ne pas paniquer pour performer le jour J. Après ces 3 heures d'histoire, on arrive à la deuxième pause de la journée, un peu plus longue que celle du matin, 30 minutes. Pareil ici, ce qu'on faisait, c'est qu'on goûtait rapidement et on allait jouer dans le jardin, se défouler, spikeball, foot, tout ce qu'on pouvait. Et c'était vraiment la dernière pause avant la tombée de la nuit, donc c'était vraiment un moment à ne pas négliger. C'est que parfois c'était pas forcément évident pour tout le monde de lâcher son travail, surtout que l'histoire, 3 heures, en fait, sur chaque chapitre, vous pourriez y passer 6 heures, vous pourriez y passer 7 heures, mais il faut se dire, au bout de 3 heures, c'est fini, ça vous force déjà à être efficace dans vos révisions, parce qu'en fait, vous pouvez faire la même chose en 3 heures qu'en 6 heures. Quand on révise, le temps peut se dilater sans qu'on s'en rende compte. Donc il faut se forcer, c'est pas à la minute près, mais à environ 17 heures, à se dire, voilà, là j'ai ma pause, si je veux finir quelques trucs, je verrai demain, et il faut que je profite de cette pause pour pouvoir être efficace pour la prochaine session de travail qui commence à 17h30 et qui était donc consacrée aux langues. Donc après cette deuxième pause de la journée, on arrivait sur une session d'1h30 de langue. L'objectif ici, c'était à la fois de réviser de la civilisation et en même temps de s'exercer aux épreuves, donc traduction, résumé analytique comparatif que j'appellerais RAC par la suite, et l'essai. Et donner un certain équilibre entre la LV1 et la LV2, vous verrez qu'ici on y passait à peu près autant de temps en fait. Pour ma part, ce que j'alternais donc, c'était anglais et allemand, et j'alternais aussi les exercices auxquels je m'entraînais. De la même façon, ici, ça sera une bonne chose, par exemple pour réviser les traductions le premier jour, de venir préparer avec déjà une traduction que vous avez imprimée ou que vous avez enregistrée sur votre ordinateur pour savoir, voilà, le premier jour de mes révisions, j'ai telle traduction à faire. Ne pas aller la chercher sur le moment, perdre du temps sur Internet à essayer de trouver une traduction, un texte que vous pourrez traduire, à vous dire, ah non, en fait, il ne convient pas. Essayez d'avoir préparé vraiment toutes ces ressources-là en amont et je pense que vos professeurs de prépa seront très contents de vous donner quelques textes à traduire, quelques entraînements de RAC, quelques sujets d'essai pour vous exercer. Et donc, en fonction des jours, voilà, vous avez une épreuve différente et à chaque fois un peu de civi
Pour la Civis, ce que j'essayais de faire, c'était de lire The Economist un peu au hasard, pas d'article en particulier. Je me baladais sur l'application et je choisissais les articles qui me paraissaient intéressants et que j'avais envie de lire, qui n'étaient pas forcément directement en rapport avec la prépa. De toute façon, le but, c'est de lire de l'anglais pour vous familiariser. Puis, tous les éléments de Civis, finalement, sont bons à prendre. Vous ne savez pas exactement sur quel sujet vous allez être interrogé le jour des écrits. Quand vous aurez fini l'anglais, ou l'allemand, ou l'espagnol, ou l'italien, votre LV1, votre LV2, il sera à peu près 19 h le soir et là c'est le moment de la pause la plus longue de la journée, le dîner, donc comprenez 1h30 pour manger, se reposer, discuter et vraiment encore une fois de la même façon il faut faire l'effort de prendre cette pause, de s'arrêter et c'est là aussi que la force du groupe joue parce que si vous êtes tout seul c'est très facile d'une part de vouloir vous arrêter bien avant 19 h, mais aussi inversement, certains jours de vouloir continuer jusqu'à 19h30, 20h, 20h30, ne pas vous arrêter. C'est très difficile, je pense, de s'arrêter quand vous êtes lancé dans le travail. Et donc le fait d'être en groupe, ça vous force à vous dire, je sais qu'à 19 h, tout le monde va aller manger, je vais manger avec les autres, vous vivez en groupe. Et la force du groupe vous donne vraiment cette discipline, cette rigueur qui vous permet de structurer, de respecter au mieux votre planning et donc de bien gérer votre effort et votre fatigue pour pas vous tuer à la tâche dès les premiers jours, avoir ensuite des jours où vous respectez pas du tout le planning, des jours où vous faites 2 fois plus. Voilà, l'idée c'est vraiment d'être constant tout au long de la semaine. Et donc après manger, 20h30, 21h30, une petite heure de culture générale. Vous voyez que c'est assez bref par rapport à la matière. Mais l'idée ici, c'était vraiment de privilégier les deux matières les plus coefficientées au concours, c'est-à-dire en maths pro et AGG comme j'étais, les maths et l'histoire. Ce que je faisais en culture générale, c'est que tout au long de l'année, j'avais préparé, alors je sais que ça peut faire pleurer de nombreux profs de philo et de littérature, mais moi, ce que j'avais préparé tout au long de l'année, c'était des paragraphes. Donc je m'étais entraîné à rédiger avec certaines références, à chaque fois une référence philosophique, une référence littéraire, un paragraphe sur une idée, sur mon thème. Donc bon, le thème est dépassé, ici hein, c'est le monde, pareillement on vous met le lien en description pour que vous puissiez voir un petit peu comment est-ce que je rédigeais des paragraphes si ça vous intéresse. L'idée le jour J, c'était de perdre le moins de temps possible dans la rédaction de la disserte pour pouvoir se concentrer au maximum sur l'introduction pour faire quelque chose le plus problématisé possible, le plus dans le sujet possible. Et en réalité, je pouvais consacrer l'essentiel de mon temps de préparation à la dissertation à l'introduction. Ce que je faisais, c'est que j'avais mes paragraphes qui étaient un peu tout près où je changeais la première phrase et la phrase de conclusion et je les adaptais un tout petit peu pour les faire bien rentrer dans le sujet, les utiliser par rapport au sujet qui m'était donné, mais mes parties étaient très rapides à rédiger parce que je savais déjà ce dont j'allais parler et pour construire mon plan, ce que je faisais au brouillon, c'est que je choisissais les 9 références qui me paraissaient les plus correspondre au sujet et avec le travail vraiment de réflexion que j'avais fait dans l'introduction, plus poussé que ce que j'aurais eu le temps de faire si j'avais pas préparé ces paragraphes, j'en déduisais un plan qui me permettait de mettre mes 3 paragraphes dedans. Donc ça, c'était l'approche pour l'épreuve de philo. Qui n'est pas forcément conventionnel, qui est un peu controversé, mais qui a très bien marché pour moi et pour tous ceux que je connais. Et donc l'idée de ces révisions de CG, c'était d'apprendre ces paragraphes, parce que j'avais eu le temps de les rédiger tout au long de l'année. Ça prenait déjà pas mal de temps. En revanche, j'avais jamais eu le temps de vraiment les apprendre, à part les veilles de DS de Culture G. Donc, pour le français, pour la philosophie, il fallait que j'apprenne les paragraphes. Vous voyez que j'en avais pas mal. Ici, ils sont classés par période historique. Et vous voyez qu'au 19e siècle, par exemple, j'en avais beaucoup. Et donc, tous ces paragraphes-là, il fallait que je les apprenne. Et ce que je faisais tous les soirs pendant 1 heure, c'est que je les relisais. Parfois, je les écrivais. L'idée, c'était pas de les apprendre par cœur, mais vraiment de les connaître sur le bout des doigts pour gagner un maximum de temps. Donc, je vous disais, dans la rédaction, au moment de l'épreuve écrite de Culture G. Mais donc, peut-être petit disclaimer sur ces paragraphes, si c'est controversé, c'est aussi pour une bonne raison. C'est parce que souvent, les gens vont les utiliser pour éviter de réfléchir, que c'est un peu du prêt-à-penser qu'ils vont caser dans leur dissertation. C'est pas ça, à mon avis, l'approche qu'il faut utiliser pour vraiment tirer profit des paragraphes. C'est vraiment le fait de se dire, les paragraphes vont vous permettre de gagner du temps dans la rédaction parce que vous connaissez, vous maîtrisez vraiment très bien vos idées, vous les avez déjà associées, vous avez déjà fait ce travail de réflexion sur vos références. En revanche, vous devez utiliser ce temps gagné pour réfléchir beaucoup plus dans l'introduction pour bien problématiser, bien travailler et faire proposer la réflexion la plus poussée
possible. Dans l'introduction, ce que je faisais, c'est que je la rédigeais entièrement au brouillon. Ça me permettait de bien modifier les phrases, de faire des enchaînements les plus logiques possibles. Donc, il faut utiliser ce temps pour faire l'introduction la plus qualitative possible. Et c'est d'ailleurs souvent ça que les correcteurs lisent le plus attentivement. Ensuite, le développement, il est parfois un peu survolé. Donc, en fait, vous ne pouvez pas vous dire que votre dissertation va être sauvée par le fait que vous avez casé vos paragraphes si, dès l'introduction, le correcteur sent que vous n'avez pas voulu réfléchir au sujet. Donc, il faut vraiment lui montrer dans l'introduction, c'est votre opportunité de faire la chose la plus qualitative possible. Et le moment où vous devez vraiment réfléchir le plus. Et ensuite, effectivement, vous pouvez passer un peu plus en pilote automatique au moment où vous rédigez vos sous-parties. Mais c'est dans un deuxième temps, donc ces paragraphes ne remplacent pas du tout la réflexion préalable. Maintenant qu'on a vu le planning de la journée en entier, je voulais attirer votre attention sur une chose, c'est ne pas vous mettre trop la pression sur la quantité de choses que vous faites dans chaque matière l'après-midi. Vous ne pourrez jamais respecter complètement l'objectif que vous étiez fixé en termes de pages à réviser ou de choses à revoir. C'est impossible, il y a trop de choses et de toute façon, naturellement, vous allez vous fixer trop de choses par rapport à ce que vous aurez le temps de faire. Donc il ne faut pas trop se mettre la pression. Et de la même façon, si vous avez une baisse de régime certains jours, notamment l'après-midi, c'est pas grave et c'est même complètement normal. Vous ne pourrez pas être à fond tous les jours pendant l'histoire. Moi, par exemple, je me souviens, pendant la GG, il y a des jours où j'étais pas assez motivé, j'étais trop fatigué par le DS de maths du matin et il m'est déjà arrivé, alors que j'étais censé réviser, de commencer à regarder un petit peu il y avait les championnats du monde d'échecs en partie longue à ce moment-là et d'ouvrir Twitch et de perdre 30 minutes comme ça parce que j'étais allé regarder, parce que j'en pouvais plus, je pouvais plus travailler. Donc, faut pas trop se mettre la pression là-dessus. Il y a des moments où vous pourrez tout simplement pas être aussi productif que vous voulez. Il faut l'accepter. Mais par contre, c'est pas parce que vous avez perdu 30 minutes en histoire ce jour-là que vous allez dépasser de 30 minutes et tout décaler 30 minutes sur votre planning. C'est tant pis, c'est perdu. C'est pas grave, c'est le jeu. Et le lendemain, si vous avez besoin de ces 30 minutes, eh bien, vous ne perdrez pas votre temps. Donc, il faut à la fois ne pas trop se mettre la pression sur le fait d'être productif à fond à 100% tout le temps. C'est pas possible. Et donc, en même temps, respecter au mieux le planning pour avoir une certaine constance sur les 2 semaines, un certain équilibre pour ne pas vous tuer à la tâche et ne pas complètement perdre du temps certaines journées. Maintenant qu'on a vu le planning des 2 semaines complètes, vous allez avoir probablement 2, 3, 4 jours entre la fin de vos 2 semaines de révision, si vous faites 2 semaines de révision, et les concours Écricom. Moi, ce que j'avais fait à ce moment-là, c'est que j'avais vraiment regardé un petit peu la méthode parce qu'on avait surtout été préparé à Ginette aux épreuves de la BCE. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un peu la méthodologie Écricom pour tirer la meilleure expérience possible des concours. Le gros avantage de passer Écricom, je sais que dans certaines prépas, les élèves décident de ne pas le passer. En réalité, je pense que c'est extrêmement bénéfique pour tout le monde de passer les concours Écricom parce que ça vous permet de toute façon vous entraîner en conditions réelles aux épreuves parce que vous serez probablement dans le même centre d'examen avec les mêmes surveillants, les mêmes copies, la même organisation, tout est identique et donc même si votre réel objectif c'est le concours BCE, vous allez vraiment améliorer votre performance à la BCE en passant Écricom et en vous entraînant en conditions réelles. Je pense que c'était vraiment très bénéfique pour faire un peu retomber ce stress des concours, la peur par exemple de ne pas arriver à l'heure, de ne pas se réveiller pour l'épreuve de l'après-midi si vous êtes endormi ou de ne pas se réveiller le matin. C'est tout un stress que vous pourrez avoir avant les concours et que vous pourrez énormément et grandement combattre avec le fait de passer les concours Écricom dans tous les cas. Et de la même façon, une fois que vous aurez fini les concours Écricom, si vous les passez, vous aurez 4-5 jours en fonction des années avant les concours de la BCE. Et là, moi personnellement, ce que je faisais, c'est que c'était vraiment le moment pour fignoler un petit peu tout. Si j'avais, par exemple, pendant mes 2 semaines de révision, il y a un chapitre, j'avais pas eu le temps de le traiter, bon bah c'est à ce moment-là que je vais le traiter. J'avais préparé des cartes, mais j'avais pas eu le temps de les apprendre et c'est important pour la dissertation HEC en géopo. Donc j'ai passé un peu de temps à apprendre ces cartes. Mais j'avais pas encore eu le temps non plus en géopo, parce que de toute façon le programme est infini, d'apprendre la liste des auteurs et des références que je voulais citer. Vous les voyez à l'écran ici, j'avais classé par quinzaine qu'on avait vu en cours toutes les références qu'on
qu'on avait abordées, mentionnées en cours ou que j'avais cherché et qui m'avaient permis, que j'avais déjà citées et qui me paraissaient importantes. Et donc toutes ces références-là, il fallait que je les apprenne avec leur date, leur auteur et le nom. Donc ça, j'avais pas eu le temps de le faire pendant mes 2 semaines de révision et c'est ce que j'ai eu le temps de faire entre les concours Écrit-Com et les concours BCE. Donc d'une manière générale, il faut que là, si vos 2 semaines de révision sont très cadrées, orchestrées avec chaque bloc, vous devez savoir précisément ce que vous allez faire, avoir préparé les ressources que vous allez utiliser, ce sur quoi vous allez travailler, votre traduction, votre essai, quel DS de maths, quel jour, vous les avez bien imprimés. Là, pendant ces quelques jours de transition entre Écrit-Com et la BCE, au contraire, c'est quelque chose de beaucoup plus souple qui doit répondre vraiment à vos besoins en fonction de là où vous sentez que vous avez besoin d'être rassuré ou vous sentez que vous avez encore besoin de travailler un petit peu. Là, ça peut être beaucoup plus souple. Mais pour être serein à ce moment-là et pouvoir travailler comme ça sur vos dernières lacunes, vos dernières faiblesses, c'est important d'avoir fait ces 2 semaines où là, vous étiez cadré et vous avez pu balayer l'ensemble du programme finalement, en maths avec des maths 1, des maths 2, en histoire avec tous les chapitres, en culture G avec toutes vos références, tous vos cours de l'année, et en langue avec tous les exercices. C'est le fait d'avoir d'abord fait ce tableau d'ensemble, d'avoir d'abord tout travaillé, qui vous permet dans un deuxième temps d'avoir ce petit laps de temps de quelques jours pour travailler sur les derniers ajustements avant les concours. Maintenant qu'on a fini avec le planning détaillé, peut-être quelques mots pour vous aider à vous préparer sereinement, mentalement au concours. Il y a une phrase qui est un peu cliché mais très vraie pour la prépa qui dit que si tu arrives prêt au concours, c'est que tu es arrivé en retard. Et je pense que cette phrase est particulièrement vraie parce que le programme est infini, l'ensemble des connaissances que vous devez ou sur lesquelles vous pouvez potentiellement être interrogé est infini. Vous ne pouvez pas tout connaître, vous ne pouvez jamais avoir l'impression d'être prêt le jour où vous arrivez au concours. Mais en réalité, c'est le cas de tout le monde, personne n'arrive prêt au concours. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, quand vous serez dans les épreuves écrites, il faut vraiment avoir la force mentale, après avoir fait une épreuve, de vous dire que maintenant, tout ce qui compte, la seule chose sur laquelle vous pouvez agir, c'est ce qui arrive ensuite. Vous oubliez complètement ce qui s'est passé avant, vous ne vous faites pas de nœuds au cerveau, d'inquiétude par rapport à telle ou telle épreuve que vous avez passée et que vous avez l'impression d'avoir raté. Et le plus important, peut-être pendant la semaine où vous allez passer les écrits, que ce soit Écrit-Com ou la BCE, c'est de vraiment passer à autre chose. Une fois que vous êtes sorti de la salle, que vous avez fini une épreuve, c'est fini. La seule chose sur laquelle vous pouvez encore agir, c'est ce qui va se passer après. Mettez tous vos efforts, toute votre concentration et toute votre motivation dans l'épreuve qui suit. Oubliez complètement ce qui s'est passé avant parce qu'en fait, vous ne pouvez jamais savoir si vous avez vraiment réussi ou raté l'épreuve. J'ai des dizaines d'exemples de gens autour de moi qui pensaient avoir complètement foiré telle ou telle épreuve et qui se sont retrouvés avec des notes excellentes. La vérité, c'est que vous ne pouvez jamais savoir. À titre personnel, quand j'ai passé les concours, j'ai pas du tout eu cette impression de survoler les épreuves, de faire les meilleures dissertes de ma vie, de faire la meilleure copie de maths de ma vie. Pas du tout, c'était plutôt un ressenti très moyen. Voilà, j'avais ni raté ni surperformé à ce moment-là. Et pourtant, j'ai eu des super notes, ce qui montre bien que vous pouvez vraiment jamais savoir si vous avez réussi ou pas. Donc, vous oubliez complètement ce qui s'est passé dès l'instant où vous sortez de la salle et vous mettez toute votre attention sur l'épreuve suivante. C'est le meilleur moyen de rester performant pendant toute la semaine des concours. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous sera utile. Je vous souhaite bon courage pour les concours et surtout, faites-vous confiance, vous êtes parfaitement capable de réussir.